Bonjour à toutes et à tous, nous allons vous présenter une partie des merveilleux titres à paraître cet automne aux éditions Thierry Magnier, Actes Sud Jeunesse, Hélium et Le Rouergue. Et on commence tout de suite avec les éditions Thierry Magnier. Présentation des titres à paraître aux éditions Thierry Magnier avec les deux éditrices de la maison, Camille Gauthier et Charline Van der Poort. Bonjour à toutes les deux. Et on commence avec une toute nouvelle collection, la collection Loupiote. Alors Charline, dis-nous en plus, d'où vient l'envie de travailler cette forme du roman illustré ? Il faut savoir que ça fait plus d'1 an et demi que toute l'équipe travaille à préparer au mieux cette sortie. C'est un vrai bonheur. D'où vient l'envie ? Je crois qu'avec Camille, on avait toutes les deux des très bons souvenirs, très marquants en fait, des premiers romans qu'on a pu lire en lecture autonome. Et de ces premières, comme ça, virées dans des mondes imaginaires en autonomie. Enfin, je pense que c'est des lectures qui marquent et qu'on n'oublie jamais. Et puis au-delà de ça, Camille, elle est éditrice des albums, moi des romans. Et on avait à cœur de trouver un espace où se réunir et où travailler la forme du roman illustré, qui est une forme en plus au sein du catalogue qui était pour le moment absente, ou en tout cas très peu présente. Donc voilà, c'est de tout ça que sont nés pour l'instant 2 projets jusque-là. Monstre de Stéphane Servant et Nicolas Zouliamis, qui est apparu en 2023, puis l'année suivante Les Enfants du Froid de Séraphine Menu et Raphaël Barbanègre. Et on va parler dans quelques instants de 2 romans à paraître dans la collection Loupiote. Mais avant ça, Camille, peut-être un mot, j'allais dire, du pourquoi. Pourquoi, pour qui et comment réunir ces livres dans une collection ? Exactement. On a eu envie de formaliser ces envies dans une collection qui permettrait aux lectrices et aux lecteurs de savoir à quoi s'attendre. Et donc, nous, notre promesse, c'est que ouvrir un livre Loupiote, c'est plonger dans un monde fait d'imaginaire, de merveilleux, où l'aventure, les créatures fantastiques sont au cœur du récit. Parce qu'on avait aussi constaté que sur cette tranche d'âge qui est le 8-12, le middle grade, il y a beaucoup de héros du quotidien, de héros miroirs, et que nous on avait vraiment envie de les emmener ailleurs sur ces territoires, sur ce territoire de l'imaginaire qui peut être très vaste et prendre des formes très différentes. On avait vraiment envie de ça, et parce qu'on se disait aussi que sur cette tranche d'âge là on peut être des grands lecteurs, des lecteurs confirmés ou des lectrices confirmées, mais ne pas sacrifier la part belle à l'image, parce qu'on peut aussi aimer la magie sans passer par les grandes sagas classiques et proposer autre chose. Et puis voilà, on avait envie de proposer des aventures haletantes, mais sans rien non plus sacrifier à l'écriture, et donc avec des autrices et des auteurs, pour certains, des figures de notre catalogue qui nous ont suivis dans cette aventure. Donc ça s'est formalisé par donc une collection Loupiote qui a un format commun, une attention toute particulière à la fabrication, parce qu'on avait vraiment envie qu'avant même d'avoir lu la première page, on embarque déjà dans un univers, et que la fabrication, la couverture soient les promesses de ce monde qui nous attend. Et puis des esthétiques visuelles qui sont différentes dans chaque roman, mais qui sont des univers qui nous embarquent très immersifs. Le nom de la collection aussi est une promesse. Peut-être un mot de ce nom, Charline ? Oui, alors vous l'avez vu dans la petite vidéo et vous retrouverez ce logo sur les livres. Ce qui nous a animés au tout début, c'était l'idée d'étincelle. Parce que je crois qu'en tant que professionnels du livre, quelle que soit notre place dans cette grande chaîne, on a tous à cœur soit de faire naître cette petite étincelle du goût de la lecture, soit de l'entretenir, la faire grandir. Donc ça, c'était vraiment notre idée. Et puis aussi, je vous parlais des premières lectures autonomes. Il nous est rapidement venu en tête l'image en tout cas de la petite lumière qu'on n'éteint pas le soir en secret pour terminer ce livre qui pour la première fois nous tient en haleine, de la lampe torche aussi, de cette lumière qui nous rassure, qui nous guide aussi dans de nouvelles explorations. Donc c'est de là que vient le nom Loupiote.
Petite lumière, grande histoire, c'est le beau slogan de cette toute nouvelle collection. Et donc le premier titre que vous allez nous présenter, que tu vas nous présenter Camille, c'est Pixies de Sandrine Bonini, sous-titré Les fées sont parmi nous. Eh oui, elles sont parmi nous. C'est donc un roman écrit et illustré par Sandrine Bonini et qui nous a tout de suite embarqué. Comme souvent avec Sandrine, il suffit qu'elle nous pitch son idée pour qu'on embarque et qu'on ait vraiment très vite envie d'en lire plus et d'en voir plus. Donc là, pour planter le décor, on est dans le nord de l'Angleterre, à Cottingley. On est en 1920 et on suit 2 jeunes héroïnes, Frances, une jeune adolescente, et sa petite cousine Elsie. Et les journées sont longues à la campagne, elles s'ennuient terriblement et elles sont même punies parce qu'elles ont sali leur robe. Et pour se venger des adultes et aussi parce que le temps est long, elles décident de truquer des photographies et de fabriquer des photographies qui mettent en scène les pixies, des petites fées qui sont censées vivre dans les bois environnants. Et en fait, elles se prennent au jeu, et les photos sont bonnes et tout le monde tombe dans le panneau. Et ce qui au départ était un petit mensonge, finalement va prendre des proportions pharaoniques, puisque la presse locale puis nationale s'en mêle. Et il y a même Arthur Conan Doyle qui vient appuyer l'authenticité de ces photographies. Seulement un matin, Elsie, la petite cousine, disparaît. Et pour Frances, ça va être le début d'une aventure qui va l'emmener dans les bois, invitée à franchir cette frontière entre le monde réel et le monde magique, puisque les pixies sont bien parmi nous. Et ces petites fées qui ne sont pas du tout les petites fées bienveillantes qu'on peut imaginer parfois dans la littérature classique, elles sont plutôt dictatoriales, elles sont très déterminées, elles sont piquantes, et elle comprend qu'elles sont liées à la disparition de sa cousine et elle va devoir passer un marché avec elle, c'est-à-dire se mettre à leur service pour que sa cousine puisse être libérée. Et donc c'est le début pour elle d'un véritable voyage initiatique au milieu de cet univers absolument génial de la forêt, des fées, des créatures magiques, avec une attention à la nature qui est très très bien décrite. Voilà. Et justement, tu parles de description, un mot peut-être des illustrations ? Oui, un mot des illustrations. Sandrine Bonini, elle a travaillé au trait, en noir, dans une esthétique vraiment très forte, je trouve, à la fois très classique. On retrouve tout un tas de petites enluminures, mais on a aussi des grandes images qui nous plongent au plus près de ces 2 jeunes héroïnes et de leurs secrets. Et puis c'est un livre qui nous a particulièrement touchés parce que au-delà de cette grande aventure qui nous plonge dans cet univers assez incroyable, il y a aussi la question du mensonge qui est très bien développée, de la duplicité entre le réel, l'imaginaire, la réalité, les photographies aussi. Et puis il y a la question de la parole des enfants qui est au centre aussi du roman, qui est une question primordiale et très intéressante dont Sandrine Bonini s'empare avec une justesse très très forte. Et je tenais à préciser qu'en fait le point de départ, ce qui nous a nous aussi embarqués, c'est que c'est un fait divers qui est à l'origine de cette idée de Sandrine qui l'avait passionnée, qui est une affaire qui s'est déroulée dans le nord de l'Angleterre, qui a passionné tous les Anglais au début du XXe siècle, qui était l'affaire des fées de Cottingley. Et puis il y a quelque chose, on l'a senti un petit peu dans ce que tu as dit, mais il y a de l'humour, il y a un ton, justement, un truc 100% british, quoi. Exactement, c'est hyper drôle. Elle a truffé son texte d'expressions anglaises comme ça qui viennent ponctuer notamment la parole de ces 2 cousines qui sont vraiment tout sauf des petites filles modèles. La langue est extrêmement travaillée et c'est vraiment très drôle, oui. Deuxième titre dans la toute nouvelle collection Loupiote, Minuit, l'heure du goûter de Maureen Desmailles et avec des illustrations d'Antonin Faure. Exactement. Alors, c'est toujours un loupiote, mais on est dans une ambiance complètement différente. C'est donc un texte de Maureen Desmailles. Maureen, c'est un phénomène littéraire que vous avez découvert il y a 2 ans, même 3 maintenant, avec la parution de La Chasse, qui était son premier roman qu'elle a publié dans la collection L'Ardeur et qui a réussi l'exploit de remporter à la fois le prix Vendredi et le prix Axel Sandre du premier roman. Et c'est donc un travail éditorial qui a commencé avec Maureen et c'est un plaisir de l'avoir exploré d'autres terrains de jeu. Et là, elle s'est emparée, alors avec une virtuosité folle, je trouve, de cette
tranche d'âge-là, des 8-12, qui est quand même assez singulière sur différents aspects. Et donc, elle nous a proposé cette histoire, qui est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Vert, et qui est, comme on dit chez moi, un bec sucré. Il n'y a rien qu'elle aime plus que le goûter, plus que les pâtisseries. Sauf que pas de chance pour elle, elle est née dans une famille où, que ce soit ses parents ou son frère jumeau Billy, tout le monde adore le brocoli, les graines, tout ce qui est sans gluten. Voilà, ils sont très sains et c'est ce qui leur plaît. Et c'est pas du tout forcé, c'est ce qui leur plaît. Pas elle. Et donc, au début du roman, elle a le ventre vide et l'âme en peine parce qu'en plus, ils viennent de déménager et donc elle erre comme ça dans son nouveau quartier. Et elle tombe un peu par hasard, mais un peu guidée par la bonne odeur de sucre et de beurre aussi. Elle tombe sur une pâtisserie incroyable. Vraiment, la vitrine est folle. Il y a des pâtisseries partout, il y a des gâteaux, mais avec des couleurs, des glaçages magnifiques. Elle entre et là, il y a une femme qui l'accueille, grande, impressionnante, étrange. Et cette femme lui offre un gâteau. Et puis Vert revient plusieurs fois. La femme continue de lui offrir 2-3 gâteaux. Et ces gâteaux sont vraiment exceptionnels. Quand elle croque ces petits gâteaux en forme d'animaux, il se passe quelque chose de presque vibrant. Quelque chose se trame. Et elle comprend petit à petit qu'en fait, ils ne sont pas tout à fait gratuits, ces cadeaux. Que l'air de rien, cette pâtissière qui s'appelle Appétence a récupéré à chaque venue de Vert un petit morceau d'elle. Un cheveu. Un ongle. Et donc, au bout d'un moment, elle finit par se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Et elle comprend que cette Appétence est en réalité une fée dévoreuse d'enfants et qu'il va falloir se sauver vite fait si elle ne veut pas finir en goûter elle-même. Sauf qu'Appétence avait un coup d'avance et qu'elle a kidnappé son frère Billy, son frère jumeau. Donc Vert n'a plus d'autre choix que de retourner dans l'antre du monstre et de le défier et évidemment de réussir à le vaincre. C'est une histoire qui est parfaitement rythmée. Je trouve qu'en termes de longueur des chapitres, de langue, de tension narrative, c'est parfaitement dosé de la part de Maureen. Et c'est donc Antonin Faure qui a rejoint le projet côté illustration. Vous le connaissez, Antonin, parce qu'il est notamment l'auteur et illustrateur de La Chasse aux rainettes, qui vient de remporter le prix Sorcière, entre autres beautés qu'il crée. Et là, lui, donc, il a, comme nous, tout de suite été hyper convaincu par cette histoire, parce que je vous le disais, c'est à partir de 9 ans qu'évidemment, on peut y plonger, mais franchement, le plaisir est intact, je crois, quel que soit l'âge auquel on s'y plonge. Et donc lui, ce qu'il a envie d'amener à cet univers et ce qui nous semble très important, c'est évidemment d'illustrer la bascule, parce que ça commence comme quelque chose de gourmand, de joyeux. Cette arrivée est merveilleuse en fait dans cette pâtisserie. Et puis il y a un glissement. L'ambiance devient bizarre, étrange, plus sombre. Donc ça va être rendu par l'image évidemment. Mais c'est une loupiote. Donc ce qu'on veut aussi, c'est que cette image, elle permette au lecteur ou à la lectrice de cheminer dans ce texte délicieusement terrifiant en étant rassuré par des illustrations qui nous permettent de rester sur une ligne de crête qui fonctionne. Voilà donc pour les 2 livres de la collection Loupiote des éditions Thierry Magnier. Et on enchaîne avec un très bel almanach pour les 4 saisons, un album documentaire de Charline Colette. Et Camille, c'est toi qui nous en parles. Oui. Alors, pour commencer la présentation de ce livre, je voulais vous donner un chiffre, c'est 365, c'est le nombre de jours qu'il y a dans une année, mais c'est aussi le nombre de jours que Charline Colette a mis à faire ce livre. Vraiment tout pile poil, c'est pas juste du storytelling d'éditeur. Et pour elle, ça a été une année plongée dans la nature, dans la contemplation de cette nature, observer les hirondelles, revenir au printemps, la plage. Elle habite en Bretagne, au bord de la mer, donc les paysages de bord de mer en été, les feuilles tombées à l'automne, évidemment. Et donc, c'est toute une année passée dans son atelier à observer la nature et cet exercice de contemplation qu'elle a fait elle-même pour faire ce livre, c'est l'expérience qu'elle nous propose nous en tant que lectrice et lecteur. Parce que donc Almanach pour les 4 saisons, c'est un almanach qui est divisé dans les 12 grands mois de l'année et qui nous offre des paysages absolument spectaculaires et grandioses, non pas forcément par leur situation géographique, mais juste par leur beauté. C'est vraiment un livre de l'émerveillement qui est à cheval
cheval entre album, documentaire, beau livre, qui est vraiment conçu pour toute la famille, pour le plaisir de partager ensemble cet émerveillement des choses autour de nous. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce projet, c'est sa simplicité, sa sincérité, de justement nous inviter à regarder ce qu'il y a autour de nous. C'est pas des paysages grandiloquents, c'est vraiment un sous-bois, un bout de prairie, un morceau de ciel, avec comme ça l'arrivée des plantes de saison, des animaux qui réapparaissent, qui ont pu hiberner. Il y a aussi des dictons populaires. Il y a toute une petite galerie de personnages aussi merveilleux, comme une sorte de petits peuples qui viennent habiter le livre et on les suit comme dans une sarabande. Ça peut être des lutins déguisés en bocs de châtaigne en octobre, des petites fées narcisses au printemps, des petits êtres, des petits lutins au premier frema de l'hiver qui ont des couronnes de houx. Enfin voilà, on les suit tout au long du livre, on suit cette petite bande un peu comme dans un cherche-et-trouve et qui viennent nous emmener avec eux vraiment au fur et à mesure des saisons. On a des grands rabats aussi sur le livre qui permettent de doubler entre guillemets ces grands paysages vraiment panoramiques et de plonger dans l'image. Et justement, puisque tu parles de plonger dans l'image, peut-être un mot de la technique, puisque ce sont des illustrations réalisées à la peinture. Exactement, c'est des grands tableaux réalisés à la gouache et je trouve qu'on sent vraiment ce travail de la peinture, de la matière. Il y a un velouté qui est retranscrit comme ça très fort et puis évidemment il y a une palette de couleurs vraiment sublime qui vient alterner les tons chauds, les tons froids au rythme des saisons comme ça. C'est vraiment des images dans lesquelles on vient plonger et observer les 1001 détails qui viennent se cacher dedans. Et on passe à un roman maintenant, mais on reste quand même dans la nature, dans les sensations, avec le nouveau roman de Valentine Gobi, Jardin liquide. Valentine, elle aime prolonger l'univers de ses romans adultes. Elle l'a fait avec L'Anguille, qui était un prolongement de Murène et qui a rencontré un très grand succès. Et donc, avec Jardin liquide, elle offre un prolongement au Palmier, qui est un roman qui est sorti l'année dernière. Est-ce que tu peux nous parler de ce Jardin liquide, Charline ? Avec plaisir, d'un jardin à l'autre. C'est vrai que Valentine a à cœur, comme tu le disais, de prolonger le travail de recherche, de réflexion qu'elle a mené dans l'écriture de romans en littérature générale. C'est pas une adaptation du tout. Il s'agit pas de reprendre la même histoire et d'en faciliter la compréhension. Au contraire, Valentine, c'est une des autrices de littérature générale qui porte haut aussi les couleurs de la littérature jeunesse et qui les défend avec autant de ferveur et d'énergie. Donc en effet, c'est sûr que dans le Jardin liquide, on va retrouver quelques éléments qui sont présents dans le Palmier. Ça va nous parler d'un jardin dans le sud de la France, ça va parler de relations au père, ça va parler évidemment de parfum, puisque c'était au cœur du Palmier si vous l'avez lu. Mais il y a aussi d'autres éléments qui sont propres à ce livre. C'est une histoire d'amitié, il est question de funambule, il est aussi question de Madagascar. Enfin voilà, il y a toute une nouvelle histoire qui jaillit à partir du même point de départ. Et le personnage n'a pas le même prénom, ce ne sont pas les mêmes personnages. Dans Le Palmier, le personnage principal s'appelle Vive. Ici, il s'agit de Violette. Est-ce que tu peux nous parler de Violette et de cette amie qu'elle rencontre ? Tout à fait. Violette, c'est une petite fille au début du roman qui est en colère. Alors, elle passe l'été, elle n'est pas en vacances, elle passe l'été chez sa grand-mère qui a une maison dans le sud-est de la France, là où Violette vivait avec ses parents. Sauf que voilà, les parents de Violette se séparent. Et donc, il faut un petit peu de temps à sa maman pour trouver un nouveau logement. Donc, en attendant, Violette passe l'été chez sa grand-mère. Elle est très occupée, elle passe son temps à faire des essais de marcher sur une corde comme une funambule, elle fait des parties de Scrabble, bref, elle ne s'ennuie pas. Mais c'est une petite fille en colère parce qu'elle pense que ses parents se sont séparés à cause du métier de son père, qui est parfumeur et qui sillonne le monde à la recherche d'odeurs, de matières premières, d'éléments en fait, à rapporter à l'usine de parfum.
Et c'est justement ce dont il est question dans l'extrait que Clémentine Dontaille va nous lire, de ce rituel que Violette avait avec son papa qui, à chaque retour de voyage, lui rapportait un échantillon. Et je vous propose qu'on écoute tout de suite Clémentine Domptaille et on continue à parler de ce roman Jardin liquide juste après. L'odeur oblige Violette à penser à Georges, son père. Et justement, elle ne préférerait pas. Les chemises de Georges sentaient l'usine. Ses vestes sentaient l'usine. Ses cheveux sentaient l'usine, son cou, ses mains, sa mallette d'ordinateur, les sièges de sa voiture sentaient l'usine, les stylos glissés dans sa poche, son portefeuille, et même son bracelet de montre, même sa casquette, même sa coque de téléphone portable. Ses poils de nez sentaient l'usine, c'est sûr. Et aussi ses ongles, et aussi ses dents. L'odeur de son père se confondait avec les essences qu'il fabriquait. Elle le savait rentrer de voyage rien qu'à l'odeur flottant dans la maison. Avant que ses parents décident de se séparer, avant le Big Bang qui a fait exploser leur trio, Violette attendait son père en héros. Il revenait de voyage les bras chargés de cadeaux. Un foulard pour Agnès, des bracelets pour Violette. Et surtout, il rapportait des essences. Il ouvrait le poing et dans sa paume, soudain, un petit flacon surgissait par magie. Il dévissait le bouchon, le faisait respirer à Violette. Agnès lisait des livres à sa fille, des contes, des albums. Son père, lui, lisait dans les flacons. Des histoires de plantes, de mousses, de bois, d'écorces, de bourgeons, de fleurs, de feuilles et de racines passées à travers des machines, finalement transformées en cailloux, en pâtes, en essences jaunes ou vertes ou transparentes. À travers les odeurs, Violette se déplaçait d'un continent à l'autre, d'île en île, découvrait des pays, des langues inconnues, des animaux exotiques, et elle voulait que ces récits n'aient pas de fin. Année après année, sur son étagère, toute une colonie de flacons s'est formée. Un véritable jardin liquide, c'est comme ça qu'elle le voit. Composé de végétaux au nom incroyable. Écoutez. Liquide ambar, fève tonka, gaillac, osmanthus, rose de damas, bourgeon de bouleau, cyste, galbanum. On croirait un poème. Violette était fière de sa collection. Son jardin était unique. Son père était unique. Le père unique d'une fille unique. Elle adorait son père. Elle voulait faire le même métier que lui, chercheuse d'odeurs. Elle voulait être lui. Et puis, le Big Bang a eu lieu. Merci beaucoup Clémentine. Charline, on l'a entendu, il y a ce Big Bang. Violette ne va plus avoir envie d'entendre parler de ces essences, de ces odeurs. Et puis, il va y avoir cette rencontre avec Roberto. Tout à fait. Violette enferme carrément tous ces flacons dans un carton qui est planqué dans la chambre qu'elle occupe chez sa grand-mère. C'est fini. Les odeurs, c'est fini pour elle. Jusqu'à ce qu'arrive Roberto. Roberto, c'est un petit voisin qui emménage dans la maison d'à côté. Comme Violette, il rentrera en 5e à la fin de l'été. Et alors, c'est un petit garçon, oui, très solaire, très joyeux, très curieux. On a compris, Violette, elle a son caractère, elle est bien tranquille comme ça. C'est la fille unique d'un père unique, voilà, pas envie qu'on la dérange. N'empêche qu'il va se faire sa place. Et que petit à petit, il va rentrer dans le quotidien de Violette. Et il va poser des questions sur ce carton, qui a beau être bien fermé, il y a une odeur vraiment bizarre qui s'en dégage. C'est l'odeur de l'usine dont elle parle. C'est un mélange comme ça inédit de tellement de fragrances différentes. Et pour lui, elle va accepter de l'ouvrir et de recommencer avec lui à explorer ce jardin liquide, à lui faire sentir des choses et à lui montrer comment parler des odeurs. Parce que c'est ça qui est fascinant dans ce livre, et c'était déjà le cas dans le palmier, c'était comment on peut parler des odeurs sans forcément les nommer, mais en faisant appel à ses souvenirs et à ce que ça a fait naître en nous. Et justement, le souvenir, c'est au cœur de ce roman,
Parce qu'en jouant à ce jeu-là avec Roberto, Violette va se rendre compte qu'il a peu de souvenirs de son enfance et encore moins de sa petite enfance. Avant 6 ans, il n'a aucun souvenir. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il viendrait de Madagascar, son père serait originaire de là-bas, il ne connaît pas son père. Et alors là, Violette, elle se sent investie d'une mission. Elle se dit que si elle fait sentir à Roberto plein d'essences qui viennent de Madagascar, à un moment donné, ça va faire pop et il va se souvenir. Évidemment, c'est pas comme ça que ça va se passer, mais ils partent tous les deux dans une enquête olfactive merveilleuse. Et c'est une histoire d'amitié que je trouve très belle, très touchante. C'est bien sûr une histoire de réconciliation, du lien à la famille, au père. Et Valentine Gobi, vous l'avez entendu, le fait avec une langue impeccable, poétique et en même temps tellement ancrée dans le physique, en fait, dans ce que ces enfants expérimentent dans ce jardin, en plein été. Enfin voilà, c'est pour moi un roman merveilleux qui, comme L'Anguille, s'adresse à de jeunes ados et plus, et qui sera accompagné, je le sais, vous connaissez Valentine, avec la même générosité. C'est une personne qui se déplace en librairie, vous le savez, qui rencontre énormément de classes, qui propose des spectacles littéraires autour de ses ouvrages fantastiques. Donc voilà, c'est une petite merveille qu'il me tarde de la voir défendre. Et dernier titre de cette présentation, Jour de fête de Pauline Delabroix-Allard. Pauline, Camille, vous l'avez accompagnée chez Thierry Magnier pour tous ses livres jeunesse. On va voir dans quelques instants un portrait de Pauline. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire déjà un mot de ce titre ? Oui, alors Jour de fête, qui porte merveilleusement bien son titre. C'est un album qui est né de la rencontre entre Pauline Delabroix-Allard, qu'on accompagne depuis son tout premier album, mais que vous connaissez aussi sûrement pour son œuvre en littérature adulte, et de Lucille Michieli, qui elle vient autant de l'univers du livre que du jouet. Elles se connaissaient, elles aimaient leur travail, et voilà, ce projet les a réunies, et on en est très 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 heureuse. Et on regarde tout de suite un portrait en vidéo de Pauline Delabroix-Allard et on reparle de ce livre juste après. J'aime les lieux habités, les maisons où l'on entend des voix, où les livres débordent, où il y a des traces de vie partout. J'écris souvent mes albums jeunesse au milieu du vivant. Et puis j'ai besoin de lumière, beaucoup de lumière. Une table, mon ordi, un café chaud, cela peut suffire à fabriquer une journée d'écriture. Je m'appelle Pauline Delabroix-Allard, j'écris des livres pour les adultes et pour les enfants. Ce livre, Jour de fête, est né d'un désir très simple, celui de retenir les jours heureux avant qu'ils ne disparaissent. Les fêtes m'émeuvent parce que ce sont des endroits de fragilité. On passe parfois des heures à préparer quelques instants seulement. Une table, des guirlandes, un gâteau, une chanson. Et pourtant, ces moments restent en nous pendant très longtemps. Quand j'étais enfant, la fête avait quelque chose de presque sacré. C'était des moments que j'attendais avec une impatience folle. Il y avait les odeurs, les vêtements qu'on choisissait, les adultes qui riaient plus fort que d'habitude, les lumières qui restaient allumées tard. Je crois que j'aimais surtout l'idée que le quotidien pouvait soudain se transformer. C'est justement ces petits moments qu'on retrouve dans les dessins de Lucille Michieli avec les personnages merveilleux qu'elle a inventés pour cet album. On pense parfois qu'il faut des aventures extraordinaires pour raconter quelque chose de fort. Mais moi, je crois énormément aux choses ordinaires. La littérature jeunesse permet de redonner de l'importance à ce qui paraît minuscule aux adultes. Et parfois, la joie se cache précisément là, dans ce qui nous est devenu insignifiant. On pourrait penser donc que dans Jour de fête, c'est un livre qui met en scène uniquement ces grands événements du calendrier, ces grands rituels que sont Noël, le 14 juillet, Halloween. Mais c'est aussi un livre, et c'est à mon avis toute sa richesse, qui célèbre en fait tous ces petits instants du quotidien qui font que chaque jour, vraiment,
peut devenir une fête. On l'a vu dans la vidéo, c'est vraiment la philosophie de Pauline, et je crois que ce livre est vraiment la quintessence de son état d'esprit. Il me semble de faire de chaque jour de l'enfance une grande fête, que ce soit à travers ces événements assez universels, mais aussi le jour, la fête du jour le plus long, la fête de ceux qui se retrouvent, la fête des jours de pluie, la fête de ceux qui grandissent, ou même la fête de rien du tout. Et donc elle a mis sa langue très belle, très poétique, au service de ce texte-là, très ciselé, très ramassé, et on l'a vu sur les quelques crayonnés et planches qu'on a pu apercevoir. Lucille Micheli, elle a embarqué dans ce projet avec sa farandole de personnages absolument adorables et irrésistibles, en ouvrant les portes de l'imaginaire comme ça à travers ces 12 grands tableaux qui nous plonge à chaque fois dans une fête différente. Et puis c'est un livre qui célèbre le plaisir d'être ensemble, le plaisir du collectif, de la fête dans sa quintessence de joie. C'est un livre qui fait du bien. Et j'aime cette idée de nous quitter sur la joie. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Charline, et peut-être très rapidement un dernier mot sur tous les titres qu'on n'a pas pu évoquer aujourd'hui apparaître à l'automne. Oui, c'est toujours difficile pour nous de faire ces choix. J'aurais adoré vous parler de la rentrée littéraire avec Michael Olivier, Hélène Vignal, vous emmener en Inde avec Séraphine Menu, ou explorer avec vous la nouvelle série d'horreur pour les plus jeunes que lance Rémi Giordano. Côté album, Camille, je sais qu'il y avait aussi... Oui, moi j'aurais adoré aussi vous parler d'un imagier animalier de Bruno Gibert, qui est absolument magnifique, d'un nouveau futur classique du rayon petite enfance de Corinne Dreyfus, j'en suis persuadée, d'un magnifique album de Stéphane Servant et Gaïa Wisniewski, qui nous plonge à travers l'histoire d'une maison sur plusieurs générations, d'un nouveau livre de cuisine qui nous embarque au pays des épices. Voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres surprises à découvrir en cette fin d'année. Et on a hâte de découvrir tous ces titres en librairie. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Charline, merci à Clémentine Domptaille pour sa lecture, et très bonne journée à toutes et à tous, et rendez-vous très vite en librairie.